vous nous tient un discours depuis des années, comme quoi ce régime ne travaille pas. Et jusqu'à aujourd'hui, il est dans ce même discours. Donc, d'après lui, le Doudou Fouamba ne travaille pas. Alors, si on vient te payer pour dire justement que le Doudou Fouamba ne travaille pas, tu pêches en quoi? Pourquoi tu refuserais de l'argent pour dire ce que tu dis toujours sans argent? Tu ne vois pas que ça ne colle pas? Réfléchissons à un discours que tu tiens chaque jour. Maintenant, moi, je m'amène avec de l'argent. Je te dis, tiens, prends ça. Dis toujours la même chose. Je vais t'ajouter même des documents comme preuve. Bien au contraire, ça devait le réconforter dans sa position. Il nous prend pour des idiots. Il dit, pourquoi Marley, vous refuserez de l'argent pour le travail qu'il a toujours fait? Quand je l'ai fait, j'ai souci de l'argent de qui? Quand je l'ai fait, moi j'ai dénoncé l'affaire 15 millions. Au début du premier mandat. J'ai dénoncé, j'étais le premier à dénoncer l'affaire 100 millions. Et 100 jours, pardon. Qui m'avait payé? Qui me paye? Pourquoi aujourd'hui je sois payé? Totikala Setseko Ndenali Puta Na wax de Maman Moseka Netoko Maka légende Na 3.5 4.5 To 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali. Inoubliable avec le wax de Maman Moseka. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Nous vous l'avions promis et c'est désormais chose faite en 2025. Il y aura plus de débats, plus de reportages documentés, plus de contenu exclusif et diversifié. Une expérience envoûtante à vivre uniquement sur votre chaîne Politicon et RDC. Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous annoncer ce matin que le débat dont j'aurai la lourde responsabilité d'assurer l'animation fait son grand comeback sur vos antennes. Nous sommes heureux que vous soyez nombreux en train de nous regarder et à suivre votre émission. Mais pour ces premiers débats, dans ce début d'année, on a jugé défendable de faire recours à l'expertise de deux visages que vous allez découvrir en une fraction de seconde. Beaucoup de sujets seront décortiqués ici avec beaucoup de détails, avec aussi une passion. L'un est connu pour sa verve oratoire, l'autre connu pour ses multiples coups de gueule et son patriotisme soutenu. Allez, je veux vous le présenter. Je reçois à ma droite l'incontestable Marley Vouvou, très apprécié par notre public. Vous avez été l'un des fers de lance de l'opposition politique en 2024, l'un des acteurs politiques qui n'hésitez pas à répondre à un seul instant présent à notre invitation. Nous vous en remercions énormément. Merci. Mes meilleurs voeux pour 2025. Comment allez-vous? Je vais très bien, meilleurs voeux à vous aussi. Je salue mon débatteur, mais je salue aussi les Congolais de Mabissi Centre. Je salue Mike Moukebaï. Je salue les Congolais de Rutshuru, de Kanamayonga et de Lubero, surtout de Bunagana, que le régime semble abandonner depuis plus de 2 ans. Quelles sont est-ce que vous avez une conviction? Quelles sont vos convictions politiques? Voulais-je dire, parfois on ne sait pas vous situer. Tantôt vous défendez l'ancien régime, tantôt vous défendez Maman Olive, tantôt vous êtes
avec quelques membres du gouvernement dont vous soutenez les actions. Finalement, à qui s'identifie Marley-vous? Je défends personne, je défends que les Congos et les valeurs. Quand j'explique le travail qu'il a fait l'ancien président Joseph Kabila, là, je suis dans la gestion comparée. Est-ce que ce n'est pas l'appel du pied que vous faites à l'ancien chef de l'État ou à tous ces membres du gouvernement? Non. Nous sommes dans un État presque en disparition. Alors, nous devons soutenir les courageux. Ceux qui ont quand même le courage de dire non ou de mettre en vrai leur expertise et connaissance pour faire avancer la société. Nous devons les encourager pour pousser les autres qui traînent les pas à bien faire les choses, de faire les choses. L'opposition, ce n'est pas simplement tout critiquer. Tout critiquer. S'il y a de bien, nous allons dire qu'il y a bien. Si on construisait une route ici, je n'en serais pas bénéficiaire. Je serais bénéficiaire. De toute façon, ce serait aussi mon argent. Mais quand les choses ne vont pas dans le sens de faire avancer la société, nous devons avoir le courage de les dire. Et de les dire sans peur, avec beaucoup de courage et conviction. Moi, je ne fais pas un appel au pied à Joseph Kabila, ni à Maman Olive, ni à qui que ce soit. Moi, je dis ce qui est fait, ce qui a été fait, ce qui a été bien fait. Et s'il faut dénoncer ce qui a été mal fait pendant l'époque de Kabila, nous allons le faire. Donc moi, j'ai combattu Kabila. Vous êtes inscrit dans la logique de rechercher la vérité. La vérité et la afin solution. Que la lumière luise au milieu des ténèbres. La solution pour le Congo. Parce que ici, ce qui nous subissons à l'est de la République, ça nous pousse à s'écarter des débats politiques. J'ai aimé le discours du professeur Devos Kitoko. Ça, à l'est de la République, il faut cesser avec les débats inutiles. Parce que le pays est en train de partir. Ce n'est pas l'M23. Ce n'est pas l'AFC de Nanga qui nous prend des territoires. Enfin, le professeur Devos Kitoko est revenu à la raison en comprenant cette guerre qui nous est injustement imposée sous un autre angle. Il a toujours été du côté de la raison et de la vérité. Parce que nous avons toujours dit, c'est le Rwanda qui nous agresse. Mais de l'autre côté, nous avons eu à condamner la faiblesse de nos dirigeants. En passant faire des Kagame leurs frères et amis, ça allait résoudre les problèmes. C'est ce que nous avons condamné. Et autant que nous condamnons la faiblesse de nos dirigeants, autant nous devons condamner les rêves du pays de Paul Kagame. Non, on ne peut pas totalement condamner Kagame. Parce que Machiavel dit aussi, la puissance d'un État se définit aussi par ses velléités expansionnistes. C'était à nous de sécuriser nos territoires. C'était à nous. Ce n'est pas... Quand on a interdit à Poutine d'annexer le Crimée, qu'est-ce que Poutine a fait? Il l'a annexé. C'est ça aussi, les États se valent. Les États n'ont pas d'âme. C'était à nous de prendre garde et de prendre des dispositions conséquentes. Merci on beaucoup. a été large, on a été faible, et conséquent, nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Permettez-moi de présenter aussi votre co-débatteur. Il sera en face de vous. Cissé Traoré. Meilleurs vœux pour 2024. Cette année, on aura beaucoup plus souvent à recourir à votre expertise pour faire route ensemble avec nous dans les travails ou dans les travaux que nous faisons. Merci vous êtes de l'invitation. Journaliste indépendant et proche du peuple. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout à fait. Évidemment, je vais répondre à cette dernière partie de la question avant d'entrer. Allez-y. Écoutez, de la même manière que la science est évolutive, la profession aussi est évolutive. Nous ne devons pas rester cloîtrés dans des vieux syllabus qui datent des années 60, alors que le monde évolue. Il est apparu à un moment donné un jargon qu'on a appelé journaliste engagé, à travers le monde d'ailleurs, qui a fait son temps. Et évidemment, à un moment donné, il y est apparu les journalistes indépendants. Vous le savez, vous êtes journaliste, vous savez que ce jargon existe dans notre métier et que par conséquent, indépendant dans un contexte de démocratie comme le nôtre, renvoie directement à être proche du peuple. Ce qui sous-entend qu'il n'est pas aux ordres des mieux offrants ou aux ordres de ceux qui tirent les ficelles ou que ce soit. Proche du peuple veut dire tout simplement proche du souverain primaire, de celui pour qui les dirigeants sont censés travailler et l'opposition est censée militer. Donc je suis en plein milieu. Et la neutralité, neutre, est-elle possible? Et quand vous êtes proche ou au centre, êtes-vous guidé par quel sentiment? Justement, je parlais tantôt d'indépendant.
parlez pas de neutralité. Ces deux vocables sont différents. Indépendant parce que ne subissant la pression de nul d'entre les acteurs que j'ai évoqués tout à l'heure, et le pouvoir et l'opposition. Indépendant parce que, guidé par mes convictions, et je prends position de temps en temps, quelqu'un de neutre ne ferait pas ça. Je prends position de temps en temps. Si vous m'invitez ici, évidemment, parce que j'ai une position à donner. Ça, ce n'est pas une neutralité, ça. Et ma position, justement, que je donne de temps à autre, c'est une position guidée par mes convictions. Si j'estime que ça, c'est bien fait, et du point de vue, en tant qu'observateur, visionnaire, si j'estime que ça, c'est bien fait, je soutiens. Évidemment, alors où j'estime que ce n'est pas bien fait, je condamne. Donc, je reviens à l'introduction de tout à l'heure. Cissé Traoré, journaliste indépendant et proche du peuple, meilleurs vœux, vous disiez tout à l'heure, meilleurs vœux à vous aussi, meilleurs vœux aux Congolais, à Merlé Vouvou, dont le pouvoir d'achat a été requinqué, restitué par le réajustement, sinon l'augmentation du SMIC par le pouvoir en place depuis Qu'est-ce que ça représente par rapport au pouvoir d'achat faible du Congolais? Qu'est-ce que ça représente? Écoutez, nous avons mis presque 2 décennies, ou 1 décennie et demie, avec un SMIC qui stagne à 7 000 francs. Et nous savons que les Indiens et les autres expatriés qui sont ici payent en fonction de ce SMIC qui est évalué à 7 000 francs l'heure. Admettons que l'on maintienne ce SMIC à 7 000 francs, parce qu'il y en a qui estiment que ça n'a rien changé. On maintienne à 7 000 francs. Donc les Indo-Pakistanais qui emploient nos frères congolais ici, vous travaillez 1 heure, on vous donne vos 7 000 francs. Vous sortez tout de suite ici devant, dans un supermarché. La marchandise que vous pouvez vous acheter avec 7 000 francs sera-t-elle la même que si on vous donnait 14 000 francs et demi, 14 000 quelque chose, comme c'est le cas aujourd'hui? Ce n'est pas pareil. Ce qui veut dire que le pouvoir d'achat a augmenté. Comparé à l'ancien SMIC. De combien de pourcents? Attendez, augmentation de combien de pourcents exactement? Terre à terre. Je suis terre à terre pour que quiconque comprenne. Allons-nous dans les statistiques et les chiffres. Attendez. Admettons que il a doublé. Je vous dis, on était de 7 000, aujourd'hui on est à 14 000 et demi. Par heure. Laissez-moi évoluer, Je vais comprendre. Je vous ai donné, c'est vous qui posez des questions. Non. Ce n'est plus lui le journaliste. Je sollicite votre intelligence. Si c'est par heure. Ah, mais c'est par jour, c'est pas par heure. Parce qu'il parlait de par heure. Si l'on vous paye vos 7 000 francs, ce que vous pouvez en faire n'aura pas la même densité, sinon ne représentera pas la même quantité que si l'on vous payait les 14 750. Mais ça reste toujours faible. Faible ou pas, y a-t-il augmentation, oui ou non, en termes de pouvoir d'achat? Oui, parce que si l'on vous paye les 7 000 francs, vous ne ferez pas la même chose que vous auriez pu faire avec 14 000. Il n'y a même pas de débat. Le débat n'a pas lieu quand même. Il n'y a pas lieu. On ne peut pas comparer 7 000 francs et 14 000 francs. Et vous soulagez le peuple? Vous soulagez le peuple? Pensez-vous que le peuple est soulagé avec cette augmentation du SMIC? Bien que ce n'est pas le sujet, mais quand même c'est important d'en parler pendant 1 minute avant d'entrer dans le vif de l'émission. Mais je n'ai même pas à vous répondre. Vous avez la réponse. Vous croyez que quelqu'un à qui on donne 7 000 francs et à qui on donne 14 000 francs, le soulagement est le même? Il n'y a pas de débat. La question ne mérite même pas d'être posée. La réponse est claire. Le choix est clair entre 7 000 francs et 14 750. N'y avait-il pas moyen d'en faire plus? Donc, justement, les priorités sont nombreuses et pressantes même. La République a des urgences ça et là et que par conséquent, il faut graduellement, petit à petit, aller sur tous les fronts directement. Évidemment, les fronts, il y en a plusieurs. C'est qu'il faut encourager, c'est les premiers pas. Voilà, les trains en marche. Les dirigeants sont confrontés comment dire, aux diverses urgences étatiques et qu'il faut parfois les affronter toutes à la fois. Vous voyez ce que ça représente? Il y a l'armée qu'il faut payer, il y a des militaires qu'il faut quitter, la police qu'il faut payer, il y a des fonctionnaires de l'État, ça et là. Bref, il y a beaucoup de choses qu'il faut embrasser concomitamment. Par conséquent, on fait tel qu'on peut, avec les moyens que nous avons. Ok, merci. Dans votre âme de patriote, journaliste indépendant, proche du peuple, mais l'observation est que l'on remarque que vous défendez de plus en plus les actions ou le régime ou le pouvoir en place. Vous avez la réponse. Pourquoi cette tendance à vouloir
blanchir ceux qui dirigent et noircir ceux qui ont dirigé les pays par le passé. Est-ce que ça vous garde toujours dans votre indépendance? Tout à fait. Je vous ai dit tantôt que j'ai donné des avis en fonction de mes convictions intimes et profondes. En quelques minutes, tout à fait. Si la façon de faire des dirigeants d'aujourd'hui rencontre mes aspirations pour le peuple dont je suis proche, ben, c'est tout à fait normal que je soutienne régulièrement ce qu'il fait. Est-ce que le peuple se retrouve dans cette gestion? Je suis en train de vous dire, moi en tant que porte-parole, en tant que bouche des sans-bouches, voix des sans-voix, et que sais-je encore, leader d'opinion, je suis proche de ce peuple et par conséquent connais ses aspirations. Qui vous a mandaté? Donc si j'estime... Voix des sans-voix. Écoutez, je suis leader d'opinion. Vous n'allez pas me demander, un jeton qui me mandate pour que je vienne parler au nom de ceux à qui je suis proche. Ça, c'est quand même... Merci beaucoup. Me ravir la parole, laquelle est déjà libéralisée dans un État démocratique comme la République du Congo. Merci beaucoup, Cissé Traoré. C'est bien. Il y a belle entrée en la matière pour ces tout premiers débats de l'année. On va entrer très rapidement dans le sujet de l'émission. Alors, il s'observe une crise, presque une guerre larvée au sein de l'Union sacrée depuis quelques semaines. On va parler de cette affaire dont est au cœur le ministre des Finances, Doudou Fouamba. Il serait victime d'une campagne de SAP. On va en parler avec beaucoup plus de précision venant de nos invités que nous avons fait venir pour vous. Une crise qui s'observe au sein de l'Union sacrée depuis quelques jours. Les sociétaires se regardent en champ défaillance. Parlez-vous, quelles en sont les raisons? Répondez à la question. Merci, mais avant de répondre à votre question, je voulais dire, entre guillemets, proche du peuple, que tout ce qu'il a dit ici sur le pouvoir d'achat est faux. Il faut pardon. D'abord, je vais commencer par dire... Ne vous éternisez pas sur ça. Hein. Vous êtes dans votre temps d'antenne. Et ça vous sera portionné. Je n'ai qu'une minute sur ça. D'ailleurs, vous ne m'avez pas dit j'ai combien de minutes. La neutralité, même Jésus n'était pas neutre. Jésus était du côté de la vérité. C'est pourquoi il disait lui-même... Et il dit qu'il n'est pas neutre, il est indépendant. Non, attends. Il a élevé cette... Il a précisé. Vous n'êtes pas son avocat. Oh là là. Laisse-moi avancer. Est-ce que ça, c'est faire l'avocat ici? Laisse-moi avancer. La neutralité s'apparente à la lâcheté. Il n'est pas neutre, mais plutôt indépendant. Laisse-moi. Ceux qui nous suivent vont suivre. Peut-être ils vont te contredire. Parce que heureusement, l'émission est là. Allez-y. Déjà, vous êtes dans votre temps d'antenne? Oui, mais vous me prenez mes temps. Mes minutes aussi. Quand il dit, la neutralité, c'est dit, Gédéon n'a pas tort, Cissé n'a pas aussi raison. C'est pourquoi, soit vous êtes du côté de la vérité, soit vous êtes dans un mauvais côté. Point barre. Il n'y a pas de neutralité. Et même la Bible, s'il est chrétien, la Bible interdit. Il parle du pouvoir d'achat. Il a dit ici, c'est 14 000 par heure, parce que l'autre fois, on payait 7 000 par heure. C'était la raison de ma question. C'est par heure ou par jour? Si on prend 14 000 par heure, dans le 8 heures du travail qu'a les Congolais, ça fait 112 000 francs par jour. Est-ce qu'on est sérieux? C'est pourquoi je lui avais posé la question. C'est par heure ou par jour? L'émission est là. Mais en parlant du pouvoir d'achat, non, ce n'est pas comme ça. Le pouvoir d'achat, ça se calcule. Vous avez Moukoko Samba, mais moi je ne comprends plus rien. Moukoko Samba s'est présenté ici comme un bon théoricien économique. Maintenant, il est aux affaires. Je ne retrouve plus le Moukoko Samba d'antan. Le pouvoir d'achat, c'est l'équilibre entre les revenus mensuels et l'équilibre du marché. Déjà, la première question, est-ce que le marché congolais est stable? C'est ça la première question. Le pouvoir d'achat, ça se calcule comment? C'est par le nombre d'unités de consommation. L'unité de consommation, chaque ménage a plusieurs unités de consommation. Ça veut dire les individus. Déjà, l'État congolais ne peut pas équilibrer le pouvoir d'achat pendant que l'État ne connaît pas le nombre exact des Congolais.
Ça, Moukoko Samba, c'est un professeur, il enseigne ça. Alors, c'est bien compris. Donc, dites Yahi. Allez à En l'essentiel termes de déjà. SMIC, mais ne dites pas qu'il y a eu équilibre de pouvoir d'achat. Parce que je vous pose la question, le Congo a combien d'unités de consommation? Vous serez incapable, ni le président de la République, de les dire. C'est bien clair. Je reviens à ta question. Ce qui se passe au ministère des Finances, Au sein de l'Union sacrée, avant justement, d'aborder, ça- on va accorder spécifiquement ce sujet ça renforce ma conviction. bien après. Ça renforce ma conviction à mieux combattre encore ces régimes. Parce qu'au lieu de réfléchir la République, ils sont dans des conflits inutiles dans leur propre famille, à l'intérieur de leur propre famille. Donc, ce qui signifie qu'ils n'ont pas le temps de discuter Congo. Ils n'ont pas le temps de discuter le développement. Ils n'ont pas le temps de discuter armée, insécurité. Ils ont le temps d'abord de se régler des comptes. Et c'est là nous avons souffert de ça depuis 6 ans. Qu'est-ce que justifie tout ça? C'est justifié par le fait d'avoir plusieurs chômeurs dans l'appareil étatique de l'État. Et chacun cherche à être là pour s'enrichir. Parce que si vous avez le pouvoir, c'est votre pouvoir. Il y a des postes limités. Si vous faites partie du régime, vous devez accompagner le régime par des idées, par des études. Et on peut vous payer par rapport à vos études, par vos projets. Mais aller dans des querelles inutiles. Alors, s'ils sont d'accord dans les querelles 6 ans après, quand est-ce qu'ils discutent développement? Quand est-ce qu'ils discutent sécurité? Quand est-ce qu'ils parlent agriculture? Quand est-ce qu'ils parlent enseignement? Donc, ces gens sont ailleurs. D'ailleurs, ils se retrouvent, ils ne sont pas à leur place. C'est ce qui justifie leur attitude. Vous savez, quand l'homme est dans sa place, il y a la place, le pouvoir, la fonction fait adopter à l'homme un comportement. Quand vous regardez les comportements des sociétés de l'Union sacrée, vous vous rendez compte de tout de suite qu'ils ne sont pas à leur place. Et que fait l'autorité, la haute autorité de référence pour remettre de l'ordre au sein de cette famille politique? Est-ce qu'il n'y a pas une charte à laquelle doivent obéir tous les sociétaires? En fait, l'autorité de référence déjà n'habite pas le Congo. C'est le premier des problèmes. Il n'habite plus le Il Congo. n'habite pas le Congo. Qu'est-ce que ça veut dire? Il vient en visiteur au Congo. On peut faire... Il fait son humour ici. Pas de diversion quand même. Je ne suis pas en train de faire des diversions. Je suis en train de parler de la réalité. OK? Il habite désormais l'espace? C'est un humoriste. Voilà, il commence à déranger. Oh, moi, je veux que... Je pose la question, est-ce qu'il Non, habite désormais gère dans d'abord ton l'espace? invité, il doit être à l'aise, calme. Il est à l'aise, hein? Non, il dérange. S'il dérange, moi, je vais déranger. L'autorité de référence n'habite pas le Congo. C'est impossible. Chaque voyage du président de la République... C'est la cause de ces malheurs parce que Oui, l'autorité c'est la cause. de référence est tout le temps à l'étranger. C'est comme une maison. C'est comme une maison que le parent, le responsable numéro 1, n'habite pas. Vient en visiter. Il sera incapable de bien contrôler les comportements de chaque membre habitant la maison. Le président, quand il prend l'avion, il prend 5 à 6 jours à l'extérieur. OK? Si vous faites le total de voyages effectués par le président de la République, je parle de notre président de la République, pendant l'année 2024, ce n'est pas moins de 50. Alors, quand vous prenez 50, multiplié par 5, je prends le minimum, et vous divisez par 365 jours, faites la soustraction. Sur 365 jours, vous allez retrouver, c'est ce que le président a passé moins de nuits. Mais quand il y a une charte, attendez, permets-moi de faire comprendre les idées, de les faire asseoir à l'intention du public. Mais quand il y a une charte, que le président soit là ou pas, eh bien, les enfants savent déjà le fonctionnement et l'organisation de la famille. Je vais vous répondre. Vous n'avez plus le temps. Vous avez largement dépassé votre temps d'antenne. En 1 minute. J'étais d'ailleurs là. C'est fait que le président a passé moins de nuits sur les 365 jours de l'année 2024 au Congo qu'à l'extérieur. Par conséquent, le président, c'est multiples voyages, mais le président en difficulté d'appréhender le vrai problème au sein de sa propre famille politique. Maintenant, le groupe là, c'est un groupe spontané. L'Union sacrée. Oui, créé pas autour des idéaux, mais autour d'un homme qui est déjà au pouvoir.
Parce que lorsque Tshisekedi accéda au pouvoir, Mbosso n'était pas tshisékédiste. Beaucoup d'autres composantes de l'Union sacrée n'étaient pas tshisékédistes. Donc, ils sont là pas par conviction. Ils ne sont pas là parce qu'ils partagent le même idéaux. Ils ne sont pas là parce qu'ils portent le même programme ou la même vision. Ils sont là par soif d'avoir le pouvoir et d'appartenir à un pouvoir. C'est ça tout le problème et le malheur du Congo. Merci beaucoup. Cissé Traoré, est-ce que tout ce qui se passe au sein de l'Union sacrée sont les glaces de cette famille politique que dirige le chef de l'État, qui a vu le jour au lendemain du désarçonnement ou de la mise à mort de la coalition FCC-Cash? Alors, affirmer cela, évidemment, vous posez une question, mais affirmer que ce qui se passe au sein de l'Union sacrée comme querelle sonnerait quoi que ce soit à propos de cette famille politique, c'est méconnaître le fonctionnement des différentes familles politiques à travers le monde. Partout, ça fonctionne comme ça. Dans toutes les organisations, tous les grands partis politiques à travers le monde, il y a des moments de querelle intestines. Il y en a. Il y a des gens qui ne s'entendent pas. Il y en a qui sont tous républicains, mais qui... Mais ici, c'est depuis le début. Il n'y a pas un temps d'accalmie. Laissez-moi évoluer. Non, là, c'est vous qui l'affirmez. Je vous dirais faux. En tant qu'observateur de la vie, publique. Tout à fait. Je suis observateur au même titre que toi. Donc, j'ai mon observation aussi. Et la mienne ne dit pas ce que vous dites là. Donc, pour rester dans l'Union sacrée, je vais vous dire, on ne devrait pas rester épilogué autour de ça parce que c'est des problèmes, domestiques de chaque famille politique. Et ça arrive partout, dans tous les grands partis à travers le monde. Renseignez-vous, vous verrez que dans chaque parti, même les grands partis, il y a des problèmes à l'intérieur. Évidemment. Mais les problèmes peuvent arriver dans toutes les familles, mais le plus important, c'est que le problème ne vous tire pas vers les bas. Mais que vous puissiez vous en relever. Mais ici, l'impression est que l'on ne sait pas s'en relever. La réponse est tout de suite non. Ce n'est pas le cas ici. On n'aurait pas eu le gouvernement, on n'aurait pas eu les institutions mises en place, on n'aurait pas eu ainsi de suite. Ça marche à quel rythme aujourd'hui? Le fait seulement pour eux, l'Union sacrée, de s'organiser, de discuter et au finish, de nous sortir comme une sorte de consensus. Un gouvernement, des institutions, ça et là, les nominations, ça veut dire qu'ils arrivent à trouver, des solutions, de l'équilibre aux problèmes qui sont les leurs. Mais est-ce que c'est ça le vrai problème? Mais non. Le problème, c'est que est-ce que l'Union sacrée arrive-t-elle à donner des solutions aux problèmes des Congolais? C'est pour ça que cette Union sacrée est au pouvoir. Si vous me dites que l'Union sacrée est incapable de faire ça, là, je vais vous opposer mes arguments. Mais si le problème, c'est les querelles qui sont dans l'Union sacrée, eh bien, écoutez, on ne devrait même pas débattre dessus. Il y en a partout. Et ça arrive partout. Ça, c'est même le dynamisme de la lutte politique qui fait que de temps en temps, il y ait des querelles intestines entre sociétaires d'un même mouvement politique. Donc, ça ne devrait pas faire l'objet d'un débat. Alors je préfère qu'on passe à autre chose. Vous gardez la main, vous allez revenir sur ces sujets, mais en attendant, on va prendre la vidéo ou l'interview, un extrait de l'interview du chef de l'État accordé à nos confrères de Top Congo en période de campagne. Il était revenu sur les divorces, FCC, Cash. Est-ce que la crise de confiance qui ayant fait voler en éclats l'ancienne coalition, c'est le même démon qui pourchasse aujourd'hui l'Union sacrée? La question après cet élément. Monsieur le président Félix Tshisekedi, après 5 ans passés à la tête du pays, c'est quoi votre regret de chef d'État? Qu'est-ce que vous regrettez en tant que chef d'État? Je l'ai déjà dit, c'est de ne pas avoir réussi à faire marcher la coalition FCC-Cash. Parce que moi, je pensais vraiment que cette coalition était une chance pour la République démocratique du Congo. Je le dis sincèrement. Et je crois qu'on aurait envoyé un signal formidable aux générations futures. Tala Batubaki opposant, commis au pouvoir par la volonté du peuple, Yokani, Tongimboka ensemble. Et cet échec, malheureusement, a fait qu'on est resté dans le clivage habituel. Tozotala na lokola
ennemi, malheureusement. Au fil du temps, on se rend compte que les problèmes ayant fait éclater l'ancienne coalition demeurent. Est-ce que Cissé Traoré, est-ce que le président a bien raison de regretter ses anciens partenaires? Le président ne regrette pas ses anciens partenaires. À l'entendre, je comprends que le président regrette que la coalition n'ait pas pu faire long feu. Est-ce que c'est regretter ses partenaires? Pourquoi il regrette? L'ensemble qu'ils ont mis en place n'a pas su tenir. Pourquoi a-t-il regretté? Évidemment, ça n'est pas justement, c'est pour, faire la démarcation nette ici sur les réalités de l'Union sacrée et de l'ancien FCC Cash. FCC Cash, c'était comme 2 maîtres dans un même temple qui co-dirigent et par conséquent, ils pouvaient facilement s'y opérer des scissions, des élèves qui obéissent à l'un, à qui ils dévouent leur loyauté, et d'autres oublient que c'est à l'autre, qui est président de la République, à qui nous devons notre loyauté parce que symbolisant le peuple. Vous voyez cette cacophonie-là qui régnait entre les partisans du FCC Cash. Il y en a qui pensaient rester loyaux à Joseph Kabila et il y en a qui pensaient soutenir celui qui les a amenés au pouvoir, Tshisekedi. Par conséquent, cette rivalité-là a fait en sorte que les affaires de l'État en pâtissaient. En un mot, quel était le véritable problème de la mise à mort de cette coalition? Est-ce que ce n'était pas un problème de crise de confiance entre le partenaire? Tshisekedi, arrivé au pouvoir, voulait travailler de façon à se démarquer de la gestion de ses prédécesseurs. Et à leurs yeux, si je fais allusion aux prédécesseurs, ça paraissait comme une insulte. Comme quelqu'un qui viendrait pour, stigmatiser Ils ont voulu leur faiblesse. Maintenir le pays dans le statu quo. Comme quelqu'un qui viendrait pour stigmatiser leur faiblesse, montrer au peuple que ceux qui étaient là n'ont pas su travailler pour vous avec tout le temps qu'ils ont eu. Mais moi qui viens d'arriver, voici les signaux que je donne en si peu de temps. Et ils ont mal vu cet élan-là. Ils ont cru que Tshisekedi voulait leur régler les comptes auprès du peuple. C'est ce qui a fait que même dans l'appareil étatique, de confiance. Même au sein de l'appareil étatique, il y a eu. Mais justement, c'est cette façon de faire qui a entamé la confiance. C'est cette façon de faire de Tshisekedi. Mais ça, c'est tout à fait légitime. J'arrive au pouvoir. C'est tout à fait normal pour moi de vouloir faire mieux que ceux qui sont arrivés avant moi. Est-ce que le problème ne demeure pas? Non, le problème ne demeure pas. Voilà, je disais tantôt ici qu'il faut relever. Il y a une démarcation nette. Ici, dans l'Union sacrée, nous avons un ensemble, homogène, obéissant à un seul mot d'ordre, à un seul leader, une seule vision, et à laquelle ils sont tous censés, se joindre et se ranger. Ce qui est différent de ce qui s'est passé. Même ceux qui ont pu traverser, quittant FCC pour rejoindre l'Union sacrée, ils ont opéré leur choix. C'est celui de venir se ranger et par conséquent d'exécuter la vision. Donc, le bicéphalisme n'existant plus, le problème n'est plus le même. Ce n'est pas le même cas. L'Union sacrée n'a qu'un seul leader. Ce n'était pas le cas avec le FCC où Joseph Kabila, fort de sa stature d'ancien président de la République, pouvait tirer les ficelles ça et là. Aujourd'hui, il n'y a pas de partenaires au sein de l'Union sacrée qui veulent affirmer leur leadership parce qu'ils ont des intentions un jour de diriger. Mais tout à fait, il y en a. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils obéissent à un autre maître. Ils obéissent tous à un seul maître. Cependant, ça n'empêche pas à chacun des enfants ou des élèves de verser dans une sorte d'émulation pour que chacun se démarque aux yeux du chef, pour que celui-ci le propulse davantage. Ça, c'est un sentiment normal dans une guerre politique. Tout acteur politique est un calculateur. Vous n'allez pas lui empêcher d'avoir des ambitions. Vous n'allez pas lui empêcher de vouloir se démarquer des autres. Mais justement, c'est ce que la République veut. Tant que cette démarcation, tant que ces ambitions sont, soutenues par la compétence, et je crois qu'on ne peut pas reprocher aux gens d'avoir des ambitions, de vouloir être le dauphin, de vouloir être je ne sais qui. Mais c'est de l'ambition, tout simplement. Est-ce que cet état d'esprit est de nature à permettre à une famille politique de penser sérieusement aux questions existentielles et essentielles
de la nation. En un mot, et puis, dites-nous exactement qu'est-ce qui se passe au sein du gouvernement avec le ministre des Finances, Doudou Fouamba, qui serait au cœur d'une campagne de SAP orchestrée par quelques individus et chefs d'entreprise publics bien connus. Merci. J'aimerais avoir le même temps d'antenne que mon débatteur. D'emblée, il dit que c'est une affaire domestique d'une famille politique. Mais mon cher, cette famille politique est au sommet de l'État. Leur querelle handicape la bonne évolution de la République. Parce que là où ils devaient discuter pays, ils sont en train de discuter affaires famille politique. C'est ça le problème. Mais comment on a le budget? Comment les institutions sont mises en place? Mais franchement. Il peut adopter la même attitude que moi. Parce que je adopter peux faire la même attitude. Je peux faire la même chose. La bonne tenue. Je peux faire la même chose que ces débats. On veut que le débat soit animé, mais avec ça pas se justifie d'interruption par intempestive. L'absence du responsable, l'absence permanente du responsable. Ça, vous l'avez déjà dit. C'est-à-dire, la vision en politique ne se crée pas en étant au sommet de l'État. C'est ça la difficulté. La majorité des composantes de l'Union sacrée ont suivi Tshisekedi étant déjà au pouvoir. La vision et le programme se définissent pendant que vous êtes pendant le combat de la conquête du pouvoir. Une fois au pouvoir, vous appliquez la vision qui est traduite dans un document appelé programme. Or, la majorité des composants de l'Union sacrée, n'étaient pas avec Tshisekedi. Donc, ça veut dire ils sont en train d'apprendre la vision et le programme de Tshisekedi au sommet de l'État. Ça retarde l'évolution. C'est ce qui justifie même le retard dans la mise en place des institutions. Mais quand on est rodé dans la gestion de la chose, on peut être érodé, de la chose des publics, on peut être érodé. En étant record, on peut comprendre la vision et tout de suite se mettre au travail. D'abord, il faut comprendre la classe politique congolaise. Le fonctionnement de la classe politique. Est-ce que cette classe politique a vraiment de vrais hommes d'État et de vrais politiques? Ça, c'est un autre problème. Nous avons des opportunistes politiques. De l'autre côté, ces gens-là, même si demain vous devenez président, ils seront le premier d'être derrière vous. Ils vont traiter tout ce qui est des fouteurs. Il n'a rien fait. Ce sont les mêmes individus qui chantaient pour Mobutu, qui ont dansé pour Kabila, aujourd'hui qui critiquent Kabila et Mobutu. Le malheur. Alors, quel est le véritable problème? Mais justement, le malheur de Tshisekedi, lui qui est un enfant d'un ancien Mobutiste, qui connaissait cette classe possible pour l'avoir fréquenté derrière son père, il n'a pas réussi à éviter ces renards autour de lui. Il n'a pas réussi. Parce que Tshisekedi connaît même de mieux que vous et moi. Tshisekedi connaît tous ces vieux papas-là, tous ces vieux loups politiques pour avoir été à côté de son père. Mais il n'a pas réussi. Kabila le disait à Tshisekedi pendant les discussions et pendant l'organisation des remises et reprises. Vous devez créer votre propre classe politique. Vous en étiez témoin? Je vous dis des choses que Tshisekedi... Vous étiez témoin. Attends. Ne dites pas de choses, hein? Attends, ce que j'ai dit... Vous étiez témoin. Laisse-moi avancer. Ce que j'ai dit, ni Tshisekedi, ni Joseph Kabila viennent d'accord. Je peux pas. C'est pas ça ma question, la contradiction venant de Tshisekedi ou pas. Mais laisse-moi avancer. Est-ce que vous étiez témoin au moment de discussion Les téléspectateurs vont remarquer, à chaque fois que je prends parole, j'ai des journalistes qui m'interrompent à chaque fois. Tu es en dehors de la question. Laisse-moi avancer. Vous m'avez posé une question, je vous dis, je vous ai montré l'erreur de Tshisekedi et je l'ai toujours dit, je l'ai dit à 2 fois en face de mon débat. Donc vous avez affirmé des choses. Laisse-moi, je n'ai même pas dit. J'étais dans l'obligation de vous relancer ou d'éclairer la lanterne. Si je me donne le kilo de vous poser la question, j'ai affirmé quoi? Parce que je ne l'ai même pas dit. Vous m'avez directement interrompu. J'ai affirmé quoi? Voilà. C'est que le public a entendu. Non, je n'ai rien dit. J'ai dit Kabila disait à Tshisekedi. Directement, vous m'avez interrompu. Vous étiez témoin. Mais j'ai dit quoi? Continuez. Votre question n'a pas de fondement. Il fallait me laisser dire et puis poser la question après. Continuez. Vous êtes dans votre temps d'antenne. Hein? Je suis en train de... Mais je comprends qu'à chaque fois, vous soustrayez mes minutes. Je chronomètre votre intervention. Ce qui justifie le retard dans la mise en place même des institutions. Des querelles inutiles. Parce que les gens sont incapables de se mettre d'accord sur de simples questions. Ils ont plus de temps de discuter sur des choses inutiles
infertile au lieu de discuter sur des choses vraies. Votre question sur le ministère des Finances. C'est le système. OK? C'est le système. Moi, je ne peux pas comprendre. Un groupe d'individus au sommet de l'État, ils sont au pouvoir, ils gèrent ensemble, mais ils se mettent encore des pots de bananes dans le chemin de l'air. Pour dire, si Doudou Famba tombait aujourd'hui, qu'est-ce que tel va gagner? Mais si Doudou Famba réussissait aujourd'hui, c'est leur bilan. C'est leur bilan. Ils vont présenter, voilà, nous avons réussi quand même à stabiliser la monnaie, par exemple, à créer de véritables cadres macroéconomiques. Votre question va dans le même sens que la question précédente sur le fonctionnement de l'Union sacrée et de ses sociétés. Moi, je l'ai dit, moi j'ai été sollicité. Par qui et pourquoi? La proposition était simple, de démontrer que Doudou Famba ne travaille pas bien. Les opposants qui vont accepter, ils auront droit à un $3,000, plus les éléments de langage et documents de preuve qu'on doit mettre sur la place publique. Moi, j'ai refusé. Je leur avais promis de dénoncer parce que j'ai trouvé malsain, impropre, qu'ils ont déjà dirigé ou ils sont en train de diriger et ils ne seront pas salis, ils ne seront pas vus. Mais moi qui suis encore jeune, je vais salir mon combat parce que on doit combattre quelqu'un. Si Doudou Famba échoue, c'est à l'avantage de l'opposition. Parce que nous ne sommes pas là pour accompagner ce régime qui est en train d'échouer. Deuxième élément, ça démontre qu'est-ce qui est la gestion aujourd'hui. C'est quoi la gestion aujourd'hui? De quelle manière l'argent de l'État est utilisé? Est-ce que vous comprenez pourquoi est-il combattu? Est-ce que c'est parce qu'il fait bien? Moi je ne suis pas communicateur de Doudou Famba. Son travail? Je constate que le Congo n'évolue pas en général. Je constate que le travail que l'État devait faire comme gestionnaire, ce groupe ne le fait pas. Alors moi, je suis disposé avec l'opposition de combattre et de conquérir le pouvoir. Moi, je salue ces gens qui ont organisé cette messe noire pour nous avoir, pour avoir compris qu'ils sont en train d'échouer. Nous, c'est un élément clé que nous allons porter, c'est tout, à la veille des élections de 2028. Que les membres de l'Union sacrée ont organisé une messe noire contre leur propre plateforme, acceptant qu'ils ont échoué sur le plan finance. Donc, je demande aux jeunes, tout simplement, d'éviter cette maladie qui devient chronique, la corruption et le détournement. Soyons dignes dans notre pauvreté. Soyons dignes dans notre pauvreté. On peut être pauvre en étant digne. Le simple pour nous, je dois être fier de ça. Ce qui détruit ce pays, c'est l'achat des consciences et la vente des consciences. Parce qu'il y a l'achat, il y a aussi un vendeur qui accepte de vendre sa conscience. Et sa conscience soit Mais vous, dans votre combat, vous avez refusé ça. Moi, j'ai refusé. Je l'ai dit, je l'ai refusé totalement. Sinon, je ne dénoncerai pas. Sinon, je ne dénoncerai pas. Donc, j'ai refusé. Et moi, je ne suis pas ici pour chanter mon nom. J'ai refusé parce que j'avais trouvé malsain. Nous sommes dans un état où M. Cissé Traoré, les inspecteurs du travail récemment recrutés, ça fait 14 mois qu'ils ne sont pas payés. Merci beaucoup. Mais l'argent de l'État est utilisé pour des fins inavouées et impropres. Cissé Traoré, c'est quand même de révélations scandaleuses. Pendant que l'on veut avancer, l'on veut que des projets sociaux profitent largement au peuple congolais, il y a des groupes d'individus qui se réunissent ça et là pour chercher à salir le nom de ceux qui sont portés aux affaires. Comment interpréter tout ceci? Bon, la réponse est simple de mon point de vue à ce que vous venez de dire tout à l'heure.
soit c'est un récit imaginaire qui provient de sa propre imagination, soit ce sont des mots qu'on lui a mis dans la bouche. Pourquoi il en aurait besoin? Il commence par affirmer ici que des gens sont venus lui proposer de l'argent et il affirme que c'est de l'argent public. C'est lui qui a dit, je crois que vous l'avez entendu, de l'argent public. Parce que, il affirme parce que les gens qui sont venus le solliciter, ce sont des personnalités publiques. Ah, vous affirmez que ce sont des personnalités publiques sans apporter un seul élément de preuve qu'il s'agissait bel et bien de personnalités publiques. Occupant quelle fonction? Où? Ah, et quand bien même, il craint pour sa sécurité. Ce sont des hommes puissants, attendez, des puissants du régime. Laissez-moi évoluer. Et quand bien même que ces gens-là occuperaient des fonctions publiques, quand ils viennent vous proposer de l'argent, ils n'ont pas leur argent de poche. Pourquoi il peut s'agir de l'argent public et pas leur propre argent de poche? Comment, à quel moment, toi, tu as su faire la démarcation entre leur propre argent et l'argent public? Pour que tu confirmes ici qu'il s'agissait de l'argent public. C'est une exagération. C'est un récit qui n'a aucun sens. Et aussi, il affirme qu'il n'a pas, comment dire, mordu à l'hameçon. ça fait rire les oiseaux. Cher vous, ça faut raconter aux enfants. Pourquoi vous n'y croyez pas? Ça faut raconter aux enfants. Vous nous tient un discours depuis des années, comme quoi ce régime ne travaille pas. Et jusqu'à aujourd'hui, il est dans ce même discours. Donc, d'après lui, Doudou Fouamba ne travaille pas. Alors, si on vient te payer pour dire justement que Doudou Fouamba ne travaille pas, tu pêches en quoi? Pourquoi tu refuserais de l'argent pour dire ce que tu dis toujours sans argent? Tu ne vois pas que ça ne colle pas? Réfléchissons. Un discours que tu tiens chaque jour. Maintenant, moi, je m'amène avec de l'argent. Je te dis, tiens, prends ça. Dis toujours la même chose. Je vais t'ajouter même des documents comme preuve. Bien au contraire, ça devait le réconforter dans sa position. Il nous prend pour des idiots. Et il croit que nous allons gober ça. On vient même te soutenir dans ton combat avec des documents qui prouvent que tel ou tel autre ministre des Finances, Doudou Fouamba, ne travaille pas. Par conséquent, ça devait te conforter dans ta position, dans ton combat. Tu accepterais la documentation et l'argent qu'on te donne. Parce que ce n'est pas une corruption, étant donné que c'est déjà le combat que tu mènes avant même qu'on t'apporte de l'argent. Mais Alain nous dit ici qu'il a refusé. Vous voyez que ça ne colle pas. Et d'où viendraient ces gens? Ils n'ont, comment dire, aucune identification. Même si on ne voudrait pas que vous mentionniez des noms ici. Mais dites-nous, ils sortent d'où? C'est une messe des fantômes, des gens non identifiables, des trucs qu'on ne peut pas vérifier. J'ai ouï dire même que ces gens viendraient, comment dire, de l'entourage du directeur général de la DGI. Je ne sais pas pourquoi le directeur général de la DGI voudrait être en conflit avec sa tutelle. Je ne vois pas la raison, même si c'est un combat politique, mais je me dis que politiquement, je ne vois pas la DGI vouloir être en conflit avec sa tutelle. D'après un article paru sur le journal de notre confrère Scoop RDC, le DG de la DGI, Barnabé Mouakadi, lorgnerait les postes du ministre des Finances. Ça, c'est un élément de plus qu'on ajoute au débat. Ça, c'est Scoop. Ça a retrouvé sur Scoop RDC. Lorgner le poste de ministre des Finances est légitime comme ambition. Pour quiconque. DG de la DGI ou pas. Même DGA, même simple agent de la DGI. Mais ça doit passer par des pratiques saines. Attendez. Mais justement, c'est là le problème. Ça doit passer par des pratiques saines. Mais où sont les pratiques malsaines fomentées par le DG? Je ne les vois pas. Nous, on nous a sorti un récit ici, comme quoi il y aurait des gens qui viendraient l'approcher pour qu'ils disent, pour qu'ils tiennent tel discours à l'encontre du ministre des Finances. Lequel discours est déjà son discours habituel. Mais il affirme ici qu'il a refusé le soutien pour son combat. Tout simplement, ces gens-là sont venus, si c'est vrai, ces gens-là existent, ils sont venus de la part des DG, ils sont venus lui proposer
pour qu'il tienne un discours contre le ministre des Finances, alors que c'est son combat. Donc ces gens sont venus simplement soutenir son combat. Alors pourquoi il refuserait? Parce que c'est son combat. C'est la preuve que le récit ne tient pas. Par contre, je me pose des questions. L'affaire a pris même de proportions exponentielles ces dernières heures et les médias en parlent, méfiant à ce que dit Scoop. Dans cette affaire, qui passe pour la victime selon vos analyses? Justement, c'est là où je voulais arriver. C'est comme un scénario de victimisation bien pensé, bien ficelé quelque part. Quelqu'un qui voudrait peut-être faire démettre quelqu'un de ses fonctions au niveau de la DGI et procède de cette façon pour créer un front visible qui va atteindre des proportions que vous connaissez jusqu'à atteindre la sommité du pays. Qui vous dit que le problème ne vient pas de l'autre camp du ministre des Finances? Qui vous dit que ce n'est pas de là que ça vient? Pourquoi? Parce que concrètement... Pour quelle raison? Parce que concrètement, je ne vois pas ce qu'on peut reprocher au DG de la DGI. Que je sache, depuis qu'il est en fonction, avec mon travail de journaliste, je suis de très près à la question de la mobilisation des recettes. Depuis qu'il est en fonction, chaque année, il arrive à dépasser les assignations. Chaque année, la DGI arrive à dépasser les assignations lui assignées par le gouvernement. Et toujours avant échéance. D'après nos recherches, il serait le meilleur DG de la DGI. Je suis justement là. Quelqu'un qui dépasse toujours les assignations lui assignées par le gouvernement et avant échéance. J'ai dit, c'est vérifiable. Ce que je vous dis ici est vérifiable. Alors que ce que vous nous avez dit ici ressemble à des incantations, comment dire, dignes du feu Mondansemi, père son âme, des trucs sans tête ni queue que nous, on devrait gober. Non vérifiables. Alors que ce que je vous dis ici est vérifiable. Les chiffres sont là partout. Comment quelqu'un qui travaille comme ça, qui arrive à atteindre l'assignation avant échéance et à organiser même les services. Approchez-vous de la délégation syndicale de la DGI. Vous en prendrez beaucoup. Approchez-vous, vous verrez. Mais je ne vois pas, vous. Je vous ajoute l'élément de notre j'ai confrère. Comme l'impression... Attendez, permettez. D'après Scoop, une armée numérique du ministre des Finances, Doudou Fouamba, formée de journalistes dont certains sont basés à l'étranger et reçoit mensuellement une cagnotte salée et larguée ces derniers temps pour salir l'image du directeur général de la Direction générale des impôts, DGI, Barnabé Mouakadi, accusé faussement d'éloigner le fauteuil de sa tutelle en vue de la remplacer. Les détails sont retrouvés sur l'article publié sur Scoop. Justement, je disais tantôt ici, est-ce qu'il ne s'agit pas d'une politique de victimisation? On accuse l'autre. En vue de quoi? On accuse l'autre de vouloir, comment dire, briguer le poste de ministre des Finances. Mais qui vous dit que ce n'est pas le contraire? Quelqu'un qui voudrait le démettre pour mettre quelqu'un qui soit à sa guise. Ça aussi, c'est une formule. Je ne dis pas que c'est ça, mais réfléchissons. On ne devrait pas tout gober après tout. On nous apporte une version. Moi, tout journaliste que je suis, avec mon sens critique, avec le doute méthodique, je ne peux pas avaler ce genre de choses. Déjà que ça ne tient pas. Ça ne tient pas le discours de vous. Est-ce qu'il peut s'adonner à une telle pratique quand on sait que le remaniement c'est dans 1 ou 2 mois et que le fusible peut sauter et ne plus se retrouver au ministère des Finances et commencer à mener une campagne acharnée contre le DG de la DGI? Est-ce que c'est possible ou c'est compréhensible? Mais justement, tout est possible. Dans l'autre sens comme dans l'autre. Tout est possible. Mais seulement qu'on ne vienne pas nous faire gober ce genre de choses. J'ai dit tantôt ici que lorsqu'on regarde les résultats de la DGI, depuis l'arrivée à la tête de la DGI de Barnabé Mouakadi, je me rends compte qu'il excelle. Et généralement, dans notre milieu politique, c'est des gens comme ça qui représentent un danger pour des tutelles véreuses ou des gens véreux qui voudraient, n'est-ce pas, comment dire, faire marchandage ça et là et bouger les lignes. Ce que je disais tantôt ici, comment voulez-vous comprendre que quelqu'un qui donne des résultats probants, vérifiables, tel qu'on est assis là, vous pouvez taper sur votre téléphone, vous verrez des résultats de 2020, 2021, 2020, jusqu'à aujourd'hui.
des résultats vérifiables. Comme quoi, il excelle dans le travail. Nous avons des régies financières, on en a combien? 4 ou 3. Mais regardez, laquelle d'entre elles arrive à exceller? Et c'est sur quelqu'un pareil, quelqu'un de pareil, un manager, comment dire, aguerri et comment dire, reconnu par tous, que vous voulez créer un front. Ça, c'est pour, comment dire, empêcher au gouvernement d'atteindre les assignations. Je ne comprends pas le but de ce combat-là. Je ne comprends pas l'objectif final. Mais la nomination dans cette entreprise du portefeuille ne relève pas de la volonté du ministre des Finances. Mais c'est le président qui nomme sur proposition du ministère de la tutelle. Mais vous donnez vous-même la réponse. En même temps, vous dites que la nomination ne dépend pas du ministre des Finances, mais vous dites que c'est le président qui nomme. C'est une prérogative exclusive au chef de l'État. Mais évidemment, je peux vous apporter une proposition et vous en convaincre. En tant que ton collaborateur, je peux t'apporter une proposition et t'en convaincre. C'est faisable. Si tu as confiance en moi, tu peux me croire. Je peux te convaincre, tel ne travaille pas bien, on mettrait celui-ci, il ferait des bons résultats, comme ceci, comme cela, comme cela. Merci. Vous pourrez me croire. Merci beaucoup. Donc, soyons rationnels. Qu'on ne verse pas à gober n'importe quoi. Merci, mais là, vous voyez un dernier mot sur ce sujet et on va changer de registre. Je suis très mal à l'aise à attendre si c'était aurait parlé. Il a risqué même de me faire vomir par la poitrine. Il dit, pourquoi Marley, vous refuserez de l'argent pour le travail qu'il a toujours fait? Quand je l'ai fait, j'ai souci de l'argent de qui? Quand je l'ai fait, moi j'ai dénoncé l'affaire 15 millions au début du premier mandat. J'ai dénoncé, j'étais le premier à dénoncer l'affaire 100 millions et 100 jours, pardon. Qui m'avait payé? Qui me paye? Pourquoi aujourd'hui je sois payé? Vous trouvez normal que dans un pays comme le nôtre, dans une ville comme la nôtre, les gens, moi, j'ai du mal à parler de Doudou Fon parce que je ne les courtois pas. Ok? Je ne fais pas sa communication comme vous. Vous avez déjà choisi la diversité de Doudou Fon vous-même. Vous l'avez même défendu vous-même. Donc ça veut dire, vous faites la communication du DG de la DGI. Moi, j'ai dit, je ne vais pas mourir comme, parce que votre régime, c'est un régime sanguinaire. Je ne vais pas mourir comme Chéribin Okende. Je ne vais pas être enlevé comme l'honorable Mike Moukibaï sans dignité avec Kagoul. Il y a des choses que vous avez le courage de dire. Mais moi, si je l'ai dit, ma maison serait transformée en demi-ape. Tu le sais très bien. C'est ce qui vous donne l'opportunité de tout dire en public. Mais moi, je me réserve. J'ai dit, il y a une messe noire. Concluez déjà. Attends, je vous ai donné des références. Le restaurant et le bâtiment de référence de ces coins-là. OK? Malheureusement, vous n'êtes pas journaliste d'investigation. Parce que si vous l'étiez, vous auriez dit plutôt dire à moi, OK, je peux vous consulter et puis je vais enquêter. Alors, à quoi pouvons-nous s'attendre dans le prochain jour? Attends, ça veut dire ici, je suis en face d'un homme soudoyé qui n'a pas voulu pénétrer les informations. Non, retirez ça. Non, je ne retire pas. Non, je retire pas. L'élégance de l'émission l'oblige. Vous n'avez pas de preuves. Pourquoi je l'ai dit? Parce que lui, il m'a demandé de prendre de l'argent sale. Et moi, ma conviction m'a convaincu que c'est de l'argent sale. Non, nous voulons une émission de qualité. Je retire. Merci beaucoup. Continuez. Donc, c'est ce que je disais tantôt aux jeunes. N'acceptez pas d'être corrompu. Parce que parmi les deux maladies qui font que le pays ne puisse pas décoller, il y a la corruption et le détournement. Voilà, je suis en face d'un autre jeune. Quand il voit un autre jeune refuser la corruption, pour lui, c'est un miracle. C'est ce qui fait qu'il ne puisse pas croire. C'était lui, il allait vite prendre. Allez, concluez déjà, on a compris. Moi, tu peux sillonner cette ville et des bureaux. C'est ce que moi, j'aime pas. Je me répète, l'homme
ce n'est pas simplement le matériel, mais d'abord la dignité et son image. Merci beaucoup. Tu peux être pauvre. Je vous donne l'exemple de quelqu'un. Chibala était digne ici. Hein? Très digne, tout le monde le respectait. Lorsqu'il avait traversé, il a du mal avec son parti aujourd'hui de se relever. Parce que personne, donc c'est un riche, comme on dit dans notre jargon, c'est un riche à chez nous. Moi, je veux être pauvre, mais debout et puis dans la dignité. Merci beaucoup. On va revenir sur ces plateaux. Vous comprenez, le débat est libre et ouvert entre Marley Vouvou et Cissé Traoré, journaliste indépendant proche du peuple. Marley Vouvou, communicateur et opposant au régime qui s'installe dans notre pays. On va parler de cette affaire des traques contre le Kuluna. Le ministre de la Justice garde-sceaux, Constant Moutamba, estime qu'il y a diminution de la criminalité urbaine depuis que les deux opérations, Zéro Kuluna et l'opération Dobo, ont été lancées. On en saura un peu plus, mais en attendant, on va d'abord écouter la vidéo de sa dernière intervention lors du briefing de presse animé par le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Moratoire et tout, est une avancée, la levée du moratoire. Mais écoutez, nous ne devrions pas tout mimer de l'Occident. Nous ne devrions pas nous complexer de tout ce qui se passe à l'Occident. Lorsque la France lève ou supprime la peine de mort, nous aussi nous voulons supprimer. Aux abolitionnistes, aux rétentionnistes, nous sommes parfois dans des débats stériles qui ne répondent pas en réalité aux réalités socio-politico-sécuritaires du pays. Nous sommes un pays en guerre. Nous sommes un pays agressé par le Rwanda. Nous sommes un pays où nous avons des gens qui ont décidé de trahir le pays. Des gens qui ont occupé des grandes fonctions de responsabilité dans ce pays, qui ont décidé de servir la cause de l'ennemi. Face à cela, vous ne dites pas droit de l'homme. On ne lève pas, on ne supprime pas, on n'abolit pas la peine de mort pour faire plaisir aux ONG des droits de l'homme. Mais c'est plutôt pour répondre aux impératifs de sécurité du pays. Le rôle de l'État, c'est de pouvoir garantir le minimum de sécurité possible à ses citoyens. Mais c'est cela la théorie des Léviathans, de Thomas Hobbes. Le peuple accepte de concéder sa souveraineté. Et l'obligation faite pour le souverain est de pouvoir assurer sa protection. C'est cela notre rôle. Mais si nous levons le moratoire sur la peine de mort, je ne pense pas que l'on puisse parler du recul. Recul par rapport à qui et par rapport à quoi? Aux États-Unis d'Amérique. Jusqu'à aujourd'hui, on exécute la peine de mort. Dans plusieurs États fédérés des États-Unis. Est-ce pour autant qu'il n'y a pas de droit de l'homme aux États-Unis? C'est la première puissance mondiale. C'est la première puissance mondiale. C'est le premier pays de l'Occident. Mais pourquoi quand il s'agit de la RDC, l'on doit chercher des problèmes? Pour rien. Nous devons nous assumer en tant que peuple, régler les problèmes de nos compatriotes. Opération Zéro Kuluna et Opération Dobo, le ministre de la Justice et garde-sceaux était face au chevalier de la plume et du micro. Il s'en félicite. Allez, Cissé Traoré, en 2 minutes, sous quel regard vous voyez cette opération et surtout l'exécution du Kuluna? L'exécution de Kuluna, de mon point de vue, n'est que justice pour ceux qui en ont souffert, ceux qui ont souffert des affres de ce phénomène. Certains vous diront, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais faire bref, certains vous diront que la situation des droits de l'homme voudrait comme ceci, comme cela, la resocialisation de ces jeunes délinquants, patati patata. Mais évidemment, c'est pour cela que nous implémentons différents projets de resocialisation des jeunes délinquants,
notamment à Kanyamaka CC. Mais évidemment, nous avons la latitude en tant qu'État de choisir les modes de punition que l'on peut donner à nos délinquants, à nous. Nous, en tant que société... Mais il y a déjà le travail que fait le service national. Vous levez le moratoire sur la peine de mort. Mais pourquoi ne pas continuer avec la réinsertion à travers le service national qui porte déjà ses fruits à travers le pays? C'est vrai qu'on est en train de forger une sorte de resocialisation de ces jeunes par le canal du service national. Cependant, ils ne commettent pas tous les mêmes crimes. Il y a des crimes qui ne méritent pas que vous alliez à Kanyamaka CC. Et des gens pareils, croyez-moi, il ne faut pas passer par 4 chemins. Il y a des gens qu'il faut enfermer dans des prisons de haute sécurité. Et il y a des gens qu'il faut exécuter dès lors que notre législation, on n'a pas banni la peine de mort. Quoi de plus normal que d'appliquer, je vais dire, la peine de mort contre le sévère à des gens qui commettent des crimes crapuleux et sévères. Je vais dire aussi qu'il y a des États, comme le ministre venait de le dire, aux USA qui continuent à appliquer la peine de mort, l'injection létale jusqu'à aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas la même réalité. On en fait usage. Les ministres parlent des États-Unis. Nous ne sommes pas confrontés aux mêmes réalités. Ici, nous sommes dans un État où la justice reste encore malade. Et il y a plusieurs cas décriés ça et là de personnes arrêtées injustement. Et du coup, procès expéditif est envoyé dans des prisons de haute sécurité. Même aujourd'hui, la justice des États-Unis ne fait pas l'unanimité. Même aujourd'hui. Elle n'est pas comme la nôtre non plus. Il y a des activistes qui estiment que le système judiciaire américain devrait être refait. Donc, de la même manière qu'on remet le nôtre en question, on peut aussi remettre celui des États-Unis. Maintenant, les similitudes, c'est quoi? C'est que les affres du banditisme urbain, nous les subissons tous. Et les Américains, et nous. Si eux, ils peuvent fusiller les leurs, ils peuvent les passer au couloir de la mort par chaise électrique ou que sais-je encore, nous pouvons choisir aussi notre façon de mettre un terme à l'insécurité humaine. C'est notre manière de sécuriser notre peuple. En tant qu'État souverain, nous pouvons, nous, par le canal, évidemment, de nos législateurs et de ceux à qui on a, octroyé une partie de souveraineté, nous, en tant que peuple, décider de la levée du moratoire et de l'application, désormais, de la peine de mort. On n'est pas censé aller, rendre des comptes à qui que ce soit. Je reste dans la logique du discours tenu par le ministre, celui de la souveraineté. En cas d'abus, qui va répondre de tout ça? Vous dites bien en cas d'abus, mais évidemment, s'il y a des abus, nous avons une justice qui devra sévir dans le chef de ceux qui sont censés exécuter cette peine de mort. Vous dites bien s'il y a abus. Mais comme il n'y a pas encore abus, nous sommes dans des suppositions. Mais je veux bien aller dans votre logique. Admettons qu'il y en ait eu. Admettons qu'il y en ait dans le futur. Eh bien, une justice qui est là pour sévir et dans les rangs des professionnels de la justice et dans les rangs de l'armée et dans la police et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on n'a pas à craindre parce que nous avons un appareil judiciaire qui fonctionne, n'en déplaise à ceux qui estiment qu'il est complètement à terre. Une justice malade ne veut pas dire qu'elle est morte. Ça veut dire qu'elle fonctionne tant bien que mal. Et peut être aussi sous le combat. Ce qui veut dire qu'il y a... Évidemment, c'est pour ça qu'on milite pour pouvoir lui restituer toute sa santé, sa jovialité pour qu'elle redevienne la justice qu'on veut. Alors, une justice qui est sous le coma, de quel droit parlera-t-elle? C'est là le problème. Nous pouvons avoir une justice que tout le monde déplore, comme c'est le cas ailleurs aussi. Il y a des gens qui déplorent le système judiciaire, ailleurs dans d'autres pays, des démocraties. Est-ce que c'est parce qu'on pratique, l'injection létale aux États-Unis que pour autant là-bas, il n'y a pas l'état de droit? Est-ce que c'est pour autant là-bas, il n'y a pas une justice qui a des failles? Leur justice a aussi des failles. Mais ils appliquent l'injection létale jusqu'à aujourd'hui. Merci. Donc, nous pouvons, nous, de manière domestique, prendre notre liberté, notre courage en tant qu'État et organiser notre système, et organiser, des peines punitives pour nos délinquants. Nous. C'est notre manière, c'est nous qui connaissons nos réalités. C'est Traoré, la dernière question en quelques secondes. On n'a pas les bandits. Nous n'avons pas tous le banditisme urbain pour la même raison.
Les raisons du baptisme urbain aux États-Unis et les raisons du baptisme au Congo ne sont pas les mêmes. Est-ce que la peine de mort contre le Kuluna, est-ce que ce ne sont pas là les failles d'un régime qui a échoué, qui continue à échouer? À la place de les exécuter, leur donner de l'emploi ne serait pas une bonne chose? J'ai entendu ce discours-là, ça et là, mais écoutez, c'est quand même inintelligent de la part de certains. Ces gens-là ne sont pas devenus Kuluna du fait de l'État. Il ne faudrait pas... C'est un discours irresponsable. Même sous d'autres cieux. Pourquoi il serait responsable? Évidemment, les Kuluna font partie du peuple. Même sous d'autres cieux, le peuple se questionne lui-même avant de questionner les dirigeants. Lui-même, en tant que peuple, qu'est-ce qu'il peut faire pour sa société avant de voir les dirigeants? On ne peut pas tout remettre sur le dos de ceux qui ont de l'État, alors que nous-mêmes, en tant que société organisée, nous pouvons imposer une marche à l'État. C'est ça, en tant que souverain, nous pouvons imposer une marche à suivre à l'État. C'est là l'irresponsabilité du peuple. Merci beaucoup. Ces gens-là sont devenus Kuluna parce qu'ils ont choisi d'être Kuluna. Il y a des gens qui sont passés dans les mêmes conditions qu'eux, mais qui ne sont pas devenus Kuluna. Il y a des gens qui ont Vous pensez qu'ils ne sont pas contraints? Attendez. Ils ne sont pas contraints? Attendez, il ne faut pas excuser ça, il n'y a pas d'excuse pour ça. Allez, merci beaucoup. Il y a des gens qui ont rencontré les mêmes problèmes que ces jeunes délinquants, mais qui ont pu s'en sortir, qui ne sont pas devenus Kuluna. Nous n'avons pas tous la même éducation. Il y en a. Nous n'avons pas tous la même morale. Vous voyez, peut-être vous êtes passé par le même problème, mais vous avez pu bénéficier la d'une bonne délinquance éducation. urbaine. Vous trouvez des prétextes pour justifier l'existence de la Loin délinquance de là, urbaine. allez. Et vous trouvez ça loin normal. de là, si c'est Traoré. Loin de là, que dis-je? Marlez-vous, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, se félicite de la diminution de la criminalité urbaine dans les principales villes du pays. Est-ce que c'est le même avis? Sous les 10 minutes, c'est après 7. Je ne sais pas, j'aurai combien de minutes. Non, il n'a pas pris 10 minutes. Il a pris 7. Allez-y, sans vous justifier, sans réclamer quoi que ce soit. Je ne suis pas un pleurnichard comme vous, ni comme votre ministre qui est en train de pleurer devant le micro. Moi, je suis un homme qui s'assume. J'ai attendu des discours ici protégeant des irresponsables, parce que l'État congolais est irresponsable aujourd'hui. La première question. Répondez-moi à la question. Réponds, mais est-ce que je suis en train de te répondre. Non. Ekitite? Non. Dans votre quartier, Kuluna Ekitite? Attends, parce qu'il y a 2 jours, la journée, Anjili. On parlait aussi à Lingala, à l'intention du grand public. Laisse-moi avancer. Kuluna Ekitite, il y a 2 jours, attends. Ce n'est pas une solution d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils refusent d'approfondir leur raisonnement volontairement parce qu'ils ont besoin de sang. Vous voulez transformer une société en une société de vampires. Il dit l'État n'est pas responsable de ce qui nous arrive. C'est quoi le rôle de l'État? Le peuple a déjà réfléchi. Le peuple a voté une constitution. Le peuple a décidé sur la marche de la façon dont il doit être dirigé. Le peuple a défini par la Constitution pendant le référendum. Le peuple décide par quelle voie? Par la voie d'élection. Voilà. Le référendum, le peuple a décidé, voici comment vous allez me diriger. Le texte que j'adopte, c'est celui-ci. Vous voulez quel raisonnement encore du peuple? Le peuple a déjà réfléchi. Il vous a soumis un document que vous devez respecter. À quand l'exécution des détourneurs? Ah, il a promis, hein? Il a promis là, il faut promettre. On devra construire un parquet financier. Non. Et puis, élargir la peine de mort contre les détourneurs financiers. Non, là, il faut réfléchir, créer des mécanismes. Mais ici, il faut demander aux enfants d'autrui de faire la dernière prière. Là, il n'y a pas de mécanisme. D'ailleurs, ce sont des gens qui... mais j'étais tranquille. Tu déranges l'émission. Alors, quelle est l'institution? Est-ce que nous avons-nous une juridiction? Les gens qui ont condamné Kanyama hier. Comprenez d'abord les questions et puis vous allez évoluer. Est-ce que avons-nous une juridiction habilitée à condamner les détourneurs publics? Oui. Tout Congolais est justiciable dans une juridiction. Tout Congolais. Mais, comme c'est leur groupe, c'est leur clique,
Personne n'est en prison. Même là où la Constitution qualifie les détournements de la haute trahison, personne n'est jugé. Personne n'est condamné parce qu'il s'agit, entre guillemets, des intellectuels voleurs. Ils ont pris une décision, oui, de nous sortir de l'insécurité des Koulouna. À quand une bonne décision est appliquée directement de nous faire sortir de l'insécurité alimentaire? À quand? À quand une bonne décision est appliquée dans les médias pour nous sortir dans cette insécurité éducationnelle et de formation? L'insécurité alimentaire tue plus que le banditisme urbain. Quand vous allez décider de taper le coups sur la table pour nous faire sortir de cette insécurité sanitaire et environnementale? Ce sont des irresponsables. Écoute mon cher ami, l'État c'est lui la cause. L'État a démissionné. L'État a démissionné et l'État a détruit la racine principale de la société qui est la famille. C'est ça, dit que c'est pas ça la raison. Non, c'est l'État, c'est la raison. Conséquence, l'État a rendu des parents démissionnés. Ceux qui travaillent ne sont pas payés. Parfois sous-payés, parfois moins payés. Ils parlent de Koulouna parce que ce sont des garçons. Les jeunes filles qui dansent ni de 14 ans que vous appelez Oudjana. Quelle est la décision? Les jeunes filles qui dansent dans des terrasses ici, nues, de 14 ans, des fillettes de 14 ans, 13 ans. Tu t'éparpilles. Oh, sois tranquille. Donc, pour toi, comme vous êtes habitué dans votre régime de violeurs, vous pensez que ces jeunes filles de 14 ans, 13 ans doivent continuer de danser, ce n'est pas un danger. Nous, les vivants, et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. voit. Tout le monde le sait. Tout le monde a que la bière, mais la racikra, mon arabango. Là, c'est à Nyangwe, sous les arbres, là où toi tu t'assois. Tu déranges. Ne dérangez pas l'émission, s'il vous plaît, si c'est trop vrai. Je pensais que j'étais enfant d'un journaliste qui essaie d'investiguer. Indépendant et proche du peuple. Arrête ces bêtises. En fait, ici, donc, l'État agit selon des humains. Écoute, cher ami, nous sommes l'unique État avec plus de 100 millions d'habitants qui importe la main-d'œuvre. On est incapable de créer notre propre main-d'œuvre. Bon, vous tuez le Koulouna, qu'est-ce que vous faites des jeunes licenciés? Il pourrait constituer une Moi, je vais aller dans des efficace. questions de fond. Le Koulouna, d'accord, on accepte, vous devez les tuer. Ceux qui terminent les études universitaires, vous faites quoi? On leur donne de l'emploi. Quel emploi? Quel emploi? Vous avez créé de l'emploi dans ces pays. Plus de 1000 emplois. Arrêtez ça. Arrêtez ça. La zone économique spéciale. Le président lui-même parle de 300. Saphir, la céramique, CGT parle de 1000. avec Laisse-moi finir. tu vois. Laisse-moi finir. Tu as posé des questions. Le président parle de 300. La CGT parle de 1000. Revois les discours sur l'état de la nation. Tu vas comprendre. Donc ici, 1000 emplois directs. Laisse-moi réfléchir. Tu as refusé de réfléchir ici. Ici, il faut plutôt. Je suis d'accord qu'on puisse arrêter ces jeunes. Ok? Je suis d'accord. Ce ne sont pas des bandits, proprement bandits comme les arrêter et les infliger quelles sanctions? Parce qu'en fait, dans chaque avenue à Kinshasa, même dans son avenue, il connaît les couleurs de son avenue. Ok? Moi, je ne suis pas avec eux. Ah, laisse-moi. Vous êtes dérangé, voilà. Mais tu mens. S'il vous plaît. Tu mens. Au géré, Moudre ça va dans la Kinshasa, a dit que Petio a dit sur mon papa Pierre Azara Koulouna. Mon papa Tel Azara Koulouna, ok? On peut les arrêter tous. Na nuit moko, ton jour moko. Mais la question, qu'est-ce que nous allons faire des? Tous allons moko lelo, India ou tara enda fout avion pour avoir cripsage na Congo. Concluez déjà. Vous comprenez? Toi na moko India ou tara fout avion na Gomba ba otonga immeuble India moko ça la taloche. Or, ce sont des travails réservés aux enfants, aux formation, aux chance à la classe à miner. Arrêtez-les. Tu n'as jamais fait la prison, par exemple. Dans la prison de Makala, si, laisse-moi avancer. J'en ai fait. Chaque pavillon, ils ont un cours. Est-ce que pouvons-nous pas transformer ces cours à des centres de formation? Je vous donne un cas avant de citer. L'État bimisaka 200, 300, 500, 400 millions par année pour pas payer ça Libanais bacha peinture wana. Si on formait nos propres peintres automobiles, na place tout bon incapable de donner de l'emploi à ceux qui terminent les études, incapable d'encadrer au babimi na balabala, finalement l'État encadre. Allez, merci. Mais il dit des choses qui tant qu'on lobby dérapage aux alatés, je vous donne un cas. On est à la fin de l'émission. Non, on a 30 secondes. Un salitiste est arrêté. Sali toleti na réseaux sociaux, ou une église na tena bango tamé di sali bakangi ba mise kolona. Le quartier crie, ba biaza kolona, ba ke na ebongo.
Moi, étudiant, il peine. Pourquoi quand on a l'ox? À la kisina carte, à Bimu, à l'université. Pris. Ngaï Morolobi, je vous donne même l'adresse parce que là, tu ne fais pas ton travail de journaliste, tu es chaque jour dans des bureaux. Ah, on avait... Le journaliste n'est pas partout à chaque instant. Non. Le journaliste est à la régie d'information. Mais lui, quand je dis bureau, il sait pour de quoi je parle. Je ne sais pas. Donc, ça veut dire aucun avenir. Je ne sais rien. Et là, je te donne l'information. Aucun avenir. La route Mouchi. Avenir Ngele. Deimo et Sawana. Baye lobinami torabobe na kabase. Bazui naba mama. Na matanga. Naba bazui ba décharge matraque électrique. Ba tchena ba mama fille moro dia na salagi crise lo bazano. Yo pe balokoti yo. Nga za ki wana tinga ba benga ne lingwala c'est chez moi. Ba benga na yende mbangu. Allez, merci. Ça veut dire ba policier ba bi nenga boza ba kuna ba mama ya mikolo. Donc ça veut dire le policier e ba kena batu. Tant que tu es pression pour libérer bango, c'est 600 000 francs par personne. Je vous donne le référence. Ngele, Mouchi, Avenue Ngele, Matanga. Allez, ça veut dire ici. On a compris, le comportement la télé, c'est le temps. Bon, ok. Concluez déjà. Le comportement de notre police ne correspond pas à notre travail. Nous risquerons un jour de dire qu'un cousin était tué, exécuté, sans être coupable. 2. Baroboma Bangote, pourquoi? Le code pénal ne définit pas le mode d'exécution. Il faut que le président Azwa ordonnance. Alors, quand vous avez la prière à Souka, sans que le président soit ordonnance, vous soutenez quoi? Est-ce que vous avez la prière à Souka? Il peut publier l'ordonnance à président, définissant le mode d'exécution. Ça sera par pendaison, injection létale, chaise électrique. Ça sera par quel type d'exécution? Mais en attendant, il les appelle déjà à commencer à non, intercéder la faveur. En fait, on était dans un pays sérieux, Moutamba, c'est un prisonnier. Allez, on a compris, merci. Marley, si c'est Traoré, on va conclure sur ce sujet relatif au remaniement en vue, le remaniement du gouvernement. Faudra-t-il garder la direction ou changer? Non, mais écoutez, je ne peux nullement prétendre que tous les membres du gouvernement actuel soumis, ça c'est dans l'hypothèse où il y a effectivement remaniement. Dans l'hypothèse où il y a remaniement en vue, je ne pourrais pas prétendre que tous les membres du gouvernement ont été performants à même niveau, au même titre. Je parle d'abord de la direction. J'estime que... On commence par la direction par rapport aux résultats. Est-ce qu'on peut penser à un changement ou au maintien de la même direction en lui donnant peut-être plus de moyens de sa politique? Là, quand vous parlez de la direction... Au chef du gouvernement. Vous faites allusion à la chef du gouvernement. Lorsqu'on parle de remaniement, évidemment, ça veut dire qu'on reconduit la chef du gouvernement. Cependant, on change certains axes en son sein. Ok. Mais écoutez, je trouve que Judith Souminoa gère bien jusque-là et que par conséquent, on devrait, pour des nouveaux objectifs, des nouvelles orientations, lui adjoindre des moyens nécessaires et des orientations qui s'adaptent aux nouvelles réalités. Et bien évidemment, basculer certains des membres du gouvernement qui me paraissent moins performants et, muter ceux qui semblent ne pas être à leur place, les envoyer ailleurs, toujours au sein du gouvernement. Et que c'est de cette façon que les résultats vont être probants. Là, vous parlez du réaménagement technique. Tout à fait. Dans les deux cas, il faudrait plus de moyens, donner plus de moyens au chef du gouvernement. Et des nouvelles orientations. Les réalités d'il y a 6 mois ne sont pas les mêmes. Mais plus de rigueur aussi. Hein? Tout à fait. Je vous suis. Allez, parlez-vous. Déjà, le problème, ce n'est pas le gouvernement, c'est l'absence d'une vision claire, d'un leadership éclairé et d'un programme bien défini, chronométré à court, moyen et à long terme. Vous allez constater aucun projet depuis 2019 commencé et terminé. Il y a des tournements, il y a des projets comme des projets cosmétiques. Mais s'il fallait changer le gouvernement, remanier, il ne faut pas remanier, il faut d'abord faire partie, Madame Judith Soumina. Pourquoi? Parce que... Qu'a-t-elle fait? Le gouvernement a menti à la population congolaise sur le baisse des prix. La première ministre a fait le ronde de marché.
Pour aucune seconde, ils ont échoué. Ils ont échoué. Déjà, rien que par ça, c'est un gouvernement réputé démissionnaire. Déjà, s'ils avaient aussi le sens de l'honneur, ils devaient partir d'eux-mêmes. Mais comme ils sont là pas pour travailler, ils sont là pour le goût du pouvoir, le sentiment des cortèges, d'avoir les primes de prestige, des gros salaires, ils sont là. Déjà, rien que par ça, avoir menti à tout un peuple. 30 000 kilomètres de route déjà construits. Ils ont menti, il faut qu'il y aurait baisse des prix pendant les festivités. Ils ont menti ou ils ont fait le travail. Pour vous, il n'y a pas de membres du gouvernement qui ont excellé? Moi, je pense, quand il faut faire partie de la Première ministre, parce que là, c'est le bien que... Cette chose que la Première ministre a apportée, c'est sa démarche. C'est sa démarche. Allez, merci beaucoup. Et c'est que je constate que la Première ministre a un bon styliste. C'est ce qu'elle a apporté. À part ça, il n'y a rien. Dans sa dernière interview, elle avait dit qu'elle va être plutôt effacée. Et le temps à d'autres membres du gouvernement de travailler, de réfléchir. Et elle attend que la capitaine coordonne et apporter des réajustements là où c'est nécessaire. C'est plutôt une bonne approche? J'estime que c'est une bonne approche dans la mesure où elle-même, la chef du gouvernement, avait fait signer aux membres du gouvernement comme on a appelé ça, cet engagement à la performance et aux résultats probants. Les membres du gouvernement s'étaient engagés à cela. J'estime que c'est tout à fait normal qu'elle, en tant que la coordinatrice, qu'elle soit au centre à attendre des résultats, mais qu'elle ne descende que pour aller palper les résultats. Parlez pas de la vision. Centralise. Il faut plus de vision. La vision se trouve dans ce qu'on a appelé vaincre la pauvreté. C'est la dénomination du projet de société de Félix Tshisekedi. C'est public. 6 ans après. C'est public. 6 ans après. Allez, merci beaucoup. J'entends ça et là, des robots communicants s'agitaient. Comment vaincre comme la quoi pauvreté? Il n'y aurait pas de vision. Comment les gens vaincre la n'aiment pas pauvreté? lire. Puisque les gens n'aiment pas lire, ils ne savent même pas que ce programme-là existe jusqu'aujourd'hui. C'est quoi l'intitulé? Non, ici on ne veut pas rester dans les tests. Hein. Attendez. Attendez, s'il vous plaît. Il faut rendre cela. C'est quoi l'intitulé de son programme? Possible. Ah, tu vois. Mais je te pose la question. C'est quoi l'intitulé de son programme? On n'est pas de présentateur sur le plateau. J'ai dit tantôt ici que Tshisekedi a un projet de société intitulé Vaincre la pauvreté. Mais apparemment, il n'était pas ici. Même maintenant, vous pouvez taper sur Google, vous verrez ça. Tshisekedi a présenté ça ici chez Béatrice Hôtel. Pendant la campagne. Il est sur les nets jusqu'au jour. Les gens n'aiment pas lire. Ils viennent épiloguer ici sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Allez. Vision. Mais ce projet-là, allez lire. Est-ce qu'on s'écarte? Est-ce qu'on va lire à votre place? On s'écarte des 6 axes ou engagement du chef de l'État ou on est plein dedans et que 2025, on va s'attaquer à des priorités. Quand le président lui-même explique les choses qu'il va faire en 2025 avec beaucoup de légèreté arithméticale, c'est un problème. Quand le président dit qu'il va réhabiliter plus de 38 000 km en 2025 et ça fait 104 km par jour, c'est déjà faux. C'est ce qui signifie que le président avait menti devant le Parlement réuni en congrès. Quand le président dit qu'il va construire plus de 200 quelques kilomètres de route, quand vous faites les calculs par jour, ça fait plus de 30 quelques kilomètres, on construit par 34. 30 000 de déjà construits, c'est ce qu'il a dit. Il a dit 30 000 de déjà construits. Non. Quand il parlait des routes à construire et à réhabiliter en 2025. Tu n'avais pas suivi parce que là, tu étais 38 000 km. Parce que là, tu étais en train de danser, chanter l'hymne de l'IDPS. À réhabiliter. Moi, je parle de déjà construits. Moi, je suis dans les discours du président. Il est en train de bosser un bilan. Je suis dans les discours du président. C'était un discours bilan. C'est de ça que je parle. Ce n'était pas d'abord un discours bilan. On est arrivé à la fin, il était pendant la campagne parce qu'il était en train ami. de promettre comme toujours. Je vais dire ceci. Ici, il y a l'absence d'une vision éclairée, d'un leadership clair. Et nous les vivons chaque jour. Je t'ai donné l'intitulé. Nous les vivons chaque jour dans l'agir des dirigeants. Ce n'est pas simplement pour avoir pondu un document intitulé ça, tel, mais dans l'agir, ça montre qu'il n'y a pas d'orientation, il n'y a pas une vision, il n'y a pas un leadership. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin. Il y avait un leadership, Moutamba n'allait pas demander aux Congolais de faire leur dernière prière sans ordonnance du président. D'être venu. Merci, Cissé Traoré. Tu es dans les airs. On a reçu pour tu es éparpillé, tu ne sais même pas s'habituer au débat à travers le plateau de télévision.
un honneur pour nous de vous l'avoir présenté. On vous retrouve avec le même plaisir dans un plus bref délai. Entre-temps, restez-nous fidèles. Abonnez-vous et accrochez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos contenus. Mais allez-vous, l'homme de